Bienvenue tout le monde dans notre troisième cours officiel d'INF 5111. Donc, petit rappel, un cours de sciences des données. Dans la dernière semaine, on avait commencé à parler de la programmation scientifique. On fait de la programmation en général qu'on va utiliser dans la science des données. Mais on avait aussi indiqué dans notre première semaine que c'était un cours qui allait avoir deux tracks différentes d'apprentissage. Donc, la semaine passée, on a commencé notre première track, la track de programmation, en utilisant le langage Python, en regardant des instructions, en regardant la mémoire, en regardant les opérations. Cette semaine, on va regarder une introduction aux bases de données. Donc, on va commencer notre deuxième track qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'on fait pour stocker des données de manière persistante, puis être capable d'aller ultimement exploiter ces données-là. Ici, on utilise le terme exploiter dans le terme scientifique, dans le terme littéral du terme d'aller regarder, d'aller utiliser, d'explorer, d'analyser. Donc, c'est ce genre d'exploitation-là qu'on s'en va faire. Donc, on va se retrouver sur notre site de notes de cours. Donc, sur le site de notes de cours, on a, encore une fois, qui est accessible à partir de notre site principal que j'ai réussi à renommer juste INF 5111. On a le lien vers les notes de cours qui nous apporte à notre section. On est rendu au cours numéro 3, l'introduction aux bases de données. Donc, on avait parlé de c'est quoi des bases de données durant la première semaine. C'était un outil qui me permettait de stocker de manière persistante des données. On avait parlé que quand nous, on parle de bases de données, on parle en fait de système de gestion de bases de données. Donc, on fait un peu d'abus de langage quand on parle de bases de données. C'est un terme très, très large des bases de données. Excel, c'est une base de données. Mais nous, quand on va parler dans ce cours-ci de bases de données, on va parler d'un système de gestion de bases de données. Donc, c'est un logiciel. Donc, c'est un programme qui roule quelque part. C'est un programme qui roule sans interface utilisateur direct. Donc, il y a pas, quand tu roules ça, il n'y a pas d'interface qui s'ouvre puis que tu peux commencer à travailler avec. Ça roule en arrière-plan, dans le background. Habituellement, même, ça roule sur un ordinateur qui n'est pas un ordinateur normal comme on le connaît, là, comme un desktop ou un laptop qu'on peut avoir à la maison. Habituellement, ces logiciels-là vont rouler sur des serveurs, donc des ordinateurs qui sont dans un endroit plus caché, sans avoir nécessairement d'écran attaché après. Puis notre but, c'est d'être capable d'aller communiquer avec cette base de données-là pour être capable d'aller mettre des éléments persistants à l'intérieur de cette base de données-là pour ensuite aller les recueillir puis retrouver les informations. Fait que nous, dans notre première partie de cours, on va aller regarder la grande famille des bases de données relationnelles. Donc, c'est les bases de données qui sont les plus utilisées, qui sont les plus robustes, qui sont utilisées depuis le plus longtemps. Donc, on va regarder puis utiliser un système de gestion de bases de données relationnelles. Donc, en anglais, c'est des Database Management System, ou dans ce cas-ci, des Relational Database Management System. Donc, c'est de là que vient le RDBMS. Donc, ces systèmes de gestion-là, ces bases de données-là, qu'est-ce qu'ils nous offrent par rapport à juste avoir un fichier Excel? Ça va être, les données sont persistantes, ça reste standard de pas mal toutes les bases de données, mais on va voir que les données sont structurées, puis cette structure-là va être définie dans un schéma. Ce que ça implique, ça, c'est que le schéma, ça va être une schématisation, c'est une représentation des informations. Donc, on va aller regarder comment la base de données gère ces données.
on va voir que c'est pas, tu peux mettre n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. Ça va être extrêmement structuré, hein, donc il va y avoir une manière de faire les choses. Puis cette manière de faire ces choses-là va être définie, va être décrite dans un schéma. Hein. Donc ici, le principe d'un schéma, ça va être une description d'une structure. Je vais avoir telle information qui va pouvoir avoir tel type de valeur avec tel autre type de valeur. Puis à côté, ça va être relié avec telle autre information qui va avoir tel type de valeur et tel type de valeur uniquement. Je ne peux pas avoir rien d'autre que ça. Puis on a une architecture client-serveur. Donc c'est ça que je viens de mentionner, le principe que quand je roule ma base de données, elle roule sur habituellement un système ou un logiciel séparé. Puis quand moi j'en ai besoin, ben moi il faut que j'aille communiquer avec cet élément-là. Donc si on fait un petit dessin de à quoi ça ressemble l'architecture client-serveur, donc le principe c'est que j'ai un serveur quelconque. OK, donc ça ici c'est un ordinateur qui est un serveur qui est à un endroit quelconque. Puis sur ce serveur-là, j'ai ma base de données qui est habituellement représentée par une série de cylindres. OK, donc vous allez penser que ça c'est une série de cylindres parce que je ne suis pas capable de bien dessiner. Mais ça ici, c'est le système de gestion de base de données. Donc ça roule. OK, ça l'exécute, ça l'attend des communications. Puis le principe, c'est que moi, je vais pouvoir me communiquer de l'extérieur pour être capable de recevoir des informations. Fait qu'il va falloir avoir un client. OK, donc le client, c'est ça qui va nous permettre, habituellement, ça va être une application qui va rouler sur notre ordinateur avec une fenêtre puis des informations à l'intérieur où c'est que avec ma souris, je peux cliquer à l'intérieur de ça. Donc, le client, lui, va être capable d'envoyer des requêtes au serveur. Puis, le serveur va pouvoir y renvoyer des informations qui va pouvoir répondre à nos requêtes puis voir les résultats de la dite requête. Donc, on va aller regarder comment on travaille avec le client pour se connecter à des serveurs déjà existants. Cette semaine aussi, vous allez avoir l'option d'installer tout cet appareillage-là directement sur votre ordinateur si vous voulez, okay, pour vous assurer que vous ayez une connexion en tout temps. Mais ce n'est pas nécessaire pour le cours. Moi, je vous offre aussi d'autres alternatives qui vont seulement utiliser des outils infonuagiques. Parfait. On a ensuite le principe des différents éléments d'une base de données relationnelle. Donc là, ici, on va aller regarder comment est-ce que dans la base de données, les informations sont stockées, c'est quoi les noms de ces différents éléments-là, puis comment est-ce qu'ils sont reliés pour être capable qu'on aille chercher des informations pertinentes. Fait qu'on a ici le principe, OK, des comme mots-clés qu'il va falloir aller chercher avant de comprendre qu'est-ce qui se passe dans une base de données. Donc, on va continuer à faire des dessins. Donc, l'élément principal qu'on a dans une base de données, ça va être le principe d'une table. Okay? Donc, une table où on va pouvoir stocker des informations. Donc, on peut voir ça comme étant comme une espèce de chiffrier Excel. Là. Okay? Là, c'est le principe de données sur des lignes puis des colonnes. Là. C'est ça qui vient en tête. Donc, on va avoir des tables. Donc, la table va avoir un nom. Fait que, mettons ici, on va dire que c'est une table qui s'appelle client. Puis, à l'intérieur de cette table-là, je vais avoir ce qu'on appelle un schéma, une description des différentes colonnes que peut avoir ma table. OK? Fait qu'on va faire, mettons, une table avec un nom de client, une adresse, un contact. Puis là, le principe, c'est qu'une fois que j'ai cette table-là, je peux, à l'intérieur de la table, commencer à aller écrire des données. Fait que j'ai un client, OK, c'est Hugo, 1, 2, 3,
First Avenue, 514-214-2232. C'est pas mon vrai numéro de téléphone, commencez pas à essayer d'appeler là. Puis à partir de là, je peux avoir d'autres informations. OK. Blablabla. Puis là, ici, on peut commencer à juste mettre des traits pour comprendre qu'il y a d'autres informations à l'intérieur. Fait que le principe fondamental, c'est on a OK, la table qui a à l'intérieur ce qu'on appelle une partie qui va être ce qu'on appelle le schéma. Donc, on a le schéma, puis on a les données. OK, donc le schéma, c'est des informations qui dictent qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire. Puis les données, ben là, ça va être les données réelles que moi, je veux sauvegarder. Hein, donc, qu'est-ce qui est important? C'est le nom, l'adresse, le contact de la personne. Mais j'ai un nom de colonne qui va me dire aussi ça va être quoi le type de données disponible, hein, pour être capable de retravailler avec ces éléments-là. Fait que je vais avoir plusieurs différentes colonnes. Hein, donc, chacune des colonnes va avoir habituellement le nom de la colonne. Puis, il va aussi avoir à l'intérieur... attends, je vais descendre ça un petit peu pour que on voit c'est quoi. Puis, on a aussi à l'intérieur un type d'information. Ici, je ne l'ai pas marqué, là, mais mettons ici, ce serait un entier. On va voir que ce n'est pas directement écrit comme ça, là. Mais le nom, ça pourrait être du texte. OK? Donc, le principe, on avait vu ça durant les dernières semaines, le principe de type de données. Donc, quand j'ai besoin de sauvegarder quelque chose dans un ordinateur, l'ordinateur est obligé de travailler à avoir un certain type de données disponible. Ben, quand on va spécifier la colonne, ben, avec cette information-là va venir le type de données qui va être disponible à l'intérieur de la dite colonne. Après ça, on voit qu'on a des lignes, hein, de données qui vont représenter une information contextuellement liée. Hein, donc ça, c'est le même client qui a toutes ces informations-là de relier ensemble. Donc, ces différentes informations-là, OK, une ligne de la base de données. On appelle ça aussi un tuple, hein, qu'on a vu la semaine passée, ou sinon un enregistrement, un record. Pour représenter une information de ma table. Fait que on a le principe, j'ai la table au complet. À l'intérieur de la table, j'ai des informations descriptives, hein, qu'on va dire qui sont les attributs, les colonnes, les champs. On a aussi le nom de la table. Après ça, on a des données. Chacune des lignes, hein, qui contient ces données-là, c'est ce qu'on appelle un enregistrement ou une ligne. Puis, les descriptions des différentes colonnes est représentée par le nom puis le type de la dite colonne. Là, quand on travaille avec des bases de données relationnelles, il va y avoir un autre concept qui va venir en jeu, qui va être le principe de clé. Donc, quand on travaille avec des bases de données relationnelles, on va avoir deux types de clés qui vont avoir de l'importance. On appelle ça les clés primaires, ou en anglais les primary keys. Okay? Donc, habituellement, on utilise l'abréviation PK. Ou sinon, les clés étrangères, ou les foreign keys, avec l'appellation FK. Fait que, à quoi ça sert les clés? C'est quand on veut sauvegarder des informations, puis qu'on va vouloir
exploiter ces informations-là, quand on va vouloir parcourir, trouver c'est qui Bob, c'est qui Anne, c'est quoi l'adresse, c'est qui a ce numéro de téléphone-là, parcourir les différentes informations, il faut être capable de se retrouver facilement puis ne pas avoir à recommencer du début à chaque fois que j'ai besoin de trouver une information. Fait que pour être capable de classifier ces informations-là, donc c'est un requis complètement technique. Il n'y a pas de raison purement logique à avoir ça. C'est purement pour la technique mathématique, informatique qui requiert ça. Je vais avoir besoin, pour chacun de mes enregistrements, chacune de mes lignes, d'avoir une information qui me permet d'identifier de manière unique cette ligne-là. Puis, je veux dire, c'est un concept que, en tant qu'être humain, en tant qu'humain de la société moderne, on est quand même assez capable de comprendre. Hein? Comme si tu t'en vas au registrariat de l'école, puis tu as besoin de faire quoi que ce soit, le registrariat a besoin de t'identifier. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas donner ton code permanent. Hein? Pourquoi? Ben, parce que ton code permanent, c'est un code qui est unique pour toi, qui va te permettre de te faire identifier dans le système de l'école. Avec cette seule information-là, le système est capable de ressortir ta fiche, ton nom, ton adresse, ton solde de facture, tout ce que tu pourrais avoir besoin d'avoir pour représenter ta personne dans le système. Donc, ce principe-là d'avoir un identifiant, ce principe-là d'avoir une information qui est unique à chacune des lignes, c'est ce qu'on appelle la clé primaire. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir une information. Si je prends ça. Non, too much. Puis on va le mettre ici. On va écrire le type. Fait que le principe, c'est que il faut avoir une information qui va être identifiée comme étant la clé primaire. Donc, chaque table à l'intérieur d'une base de données relationnelle doit avoir une ou plusieurs colonnes. On va aller regarder un peu les options tantôt, là, qui me permet de dire, cette colonne-là, chacune des valeurs à l'intérieur de la colonne me permet d'identifier de manière unique chacune des lignes. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'autres lignes qui vont avoir le ID 1, puis il n'y aura pas d'autres lignes qui vont avoir le ID 2, puis il n'y aura pas d'autres lignes qui aura ce ID-là, puis il n'y aura pas d'autres lignes qui vont avoir ce ID-là. Chacun des ID va être unique. Fait que pour des clés primaires, on a quelques éléments intéressants à jaser. Donc, des fois, comme mettons, j'aurais besoin d'avoir une table avec les différents cours. Ou en fait, non, on va parler de l'étudiant. Hein? Fait que l'étudiant a son code permanent, a son nom, prénom, solde, avec des informations à l'intérieur. Fait ici, on a un cas où le code permanent, c'est la clé primaire. C'est le primary key. Puis, on va avoir le principe que ça vient déjà tout seul. Donc, dans le problème que je veux sauvegarder, j'ai déjà une colonne qui va être disponible pour être la clé primaire. Fait que dans ce temps-là, on appelle ça une clé primaire naturelle. Ça veut dire qu'elle était déjà dans le problème, j'ai pas besoin d'avoir rien fait.
Dans des cas où j'ai, mettons, des informations, mais que ces informations-là, il n'y a rien qui va nécessairement être unique. J'ai besoin d'avoir quand même une clé primaire. Fait que dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, un peu comme quand tu t'en vas, mettons, t'acheter une carte au Costco, là, tu vas avoir un numéro dessus, puis ça va être ça, ton numéro identifiant, c'est ton numéro de compte. Ce nom-là ou ce numéro-là vient de nulle part. Il a été choisi de manière arbitraire. La compagnie était rendue à ce numéro-là quand ils t'ont émis la carte. Fait que dans ce cas-là, quand c'est juste une numérotation, on dit que c'est une clé artificielle. Donc, la clé a juste été choisie à partir de rien pantoute. Puis, c'est juste une numérotation, ou des fois, c'est pas nécessairement à partir de 1, des fois, c'est un petit peu plus aléatoire. Donc, on a le principe de clé primaire, toujours la partie importante à se souvenir. Puis, on a le sous-principe de possible clé artificielle et possible clé naturelle. Il y a un dernier terme avec les clés primaires qu'il faut être en connaissance de cause, qui va être quand la clé primaire peut être créée à partir de 2 informations. Fait que, mettons, je vais avoir une liste des différents cours qui se donnent à l'école. Fait que je vais avoir, admettons, ici le sigle, puis je vais avoir le numéro de groupe. Puis là, j'aimerais, mettons, l'enseignant. Puis le nombre d'étudiants. Fait que le principe, c'est que comme sig, on pourrait avoir, mettons... Attends, je vais pas mettre ça en rouge, je vais mettre ça en bleu. INF 5111 avec le groupe 20. Ça, c'est nous. Puis, on a un autre INF 5111. Oh, j'ai oublié le F. J'ai un autre INF 111 qui est le groupe 30. Puis, j'ai un autre INF 1256 avec le groupe 20. OK? Fait que le principe ici, c'est que cette colonne-là, ça ne peut pas être identifiant parce que j'ai possiblement plusieurs fois le même sigle. Cette colonne-là ne marche pas, j'ai plusieurs fois le même sigle. Mais si je prends les 2 colonnes ensemble, là, ça fait en sorte qu'à l'intérieur d'une session, ça va tout être des informations qui vont être uniques, qui vont me permettre de représenter mes éléments de manière unique sans être capable de trouver d'autres éléments possibles. Fait que quand j'ai ce principe-là, où je vais avoir mon primary key qui couvre les 2 éléments, les 2 colonnes en même temps, on va appeler ça une clé composite. Habituellement, les clés composites, c'est seulement des clés naturelles, parce que si je commence à décider d'utiliser une clé artificielle, que moi je rajoute quelque chose dans ma table juste pour avoir ça, j'ai pas besoin de me poser des questions sur ça prend combien de colonnes, j'ai juste en mettre une, c'est un numéro que je génère de manière automatique. Fait que il n'y a rien de trop spécial là-dedans. Fait qu'on a ce principe-là de clé primaire, qui va exister à l'intérieur de chacune des tables dans des bases de données relationnelles. Fait que les clés primaires sont utilisées pour des raisons d'efficacité quand je vais parcourir ma table, quand je vais vouloir faire de la recherche. Mais il y a une deuxième raison aussi pour être capable d'utiliser les clés primaires. Ça va être pour
de mettre des informations en relation l'une avec l'autre. Fait que j'ai mon client, j'ai des ID, j'ai des noms de clients, j'ai des prénoms de clients. Puis je vais avoir des achats. Puis on va avoir un ID, puisque tout le monde va avoir des ID. On va avoir une date d'achat, le prix de vente. OK. Puis là, le principe, c'est que quand je vais avoir un achat, ici, mettons, j'ai mes données. 1, 2, 3. Go, Bob et Anne. Ça, c'est des noms. C'est pas grave. Tain. Ils ont des noms de famille aussi. Puis, à l'intérieur des achats, aussi, hein, je veux dire 1, 2, 3, la date. Je vais avoir des dates, je vais avoir des prix. Puis là, j'aimerais être capable de dire que tel achat a été fait par tel client. Hein? D'être capable de dire, ben, cet achat-là a été fait par Anne. Cet achat-là a été fait par Hugo. Comment je fais pour être capable de mettre en relation ces informations-là? Je pense que ça ne prend pas le plus grand des Manitou pour... Attends, on va descendre un petit peu achat pour qu'on puisse mieux voir. Donc, ça prend pas le plus grand des sorciers pour dire que si je me fais une nouvelle colonne, ID client, puis qu'à l'intérieur de cette colonne-là, j'écris juste l'information qu'il relie, hein, parce que ces informations-là, ça identifie c'est quel client. Ben, en mettant cette clé-là vers une autre table, ça va me permettre d'indiquer la relation entre les deux. Donc ici, ce deux-là fait un lien avec cette ligne-là. Hein, parce que le 2, c'est la clé primaire du client. Donc, ce principe-là d'avoir une information qui mène vers une autre table, c'est ce qu'on appelle une clé étrangère. Donc, le principe de la clé étrangère, c'est de dire j'ai une colonne qui va pointer sur une autre table, puis quand je marque quelque chose là-dedans, ben c'est comme de dire j'ai pas besoin de tout marquer ces informations-là ici, parce que je vais pouvoir y faire référence automatiquement dans mes programmes, dans mes différentes requêtes, dans mes différents outils. Parfait. Fait que ça ici, ça nous démontre un peu c'est quoi les termes, OK, importants pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe quand je sauvegarde des informations dans une base de données. On va prendre une première petite pause de 10 minutes. On va revenir à 18h55. Puis on va aller regarder c'est quoi le langage qu'on va utiliser, le langage SQL. Qu'est-ce que ça implique pour être capable d'aller chercher ces informations-là. Donc nous, on va travailler avec des bases de données déjà existantes. Et comment est-ce qu'on peut utiliser ce principe-là pour être capable d'avoir des résultats réels sur notre ordinateur? Fait qu'on se revoit dans une dizaine de minutes. À tout de suite. Donc, on s'était laissé avec la structure d'une base de données. Donc, pour être capable de comprendre c'était quoi la forme des différentes informations, on a vu comment on avait des tables avec des lignes, des colonnes, des clés primaires, des clés étrangères,
Puis tout ça était, déjà, on va voir des bases de données déjà peuplées, donc qu'il y a déjà des informations à l'intérieur. Puis nous autres, on va vouloir aller exploiter, aller chercher, aller recueillir ces différentes informations-là. Donc, pour être capable de faire ça, il va nous falloir utiliser un langage de requête. Donc, la semaine passée, on avait commencé avec un langage de programmation, qui était le Python. Ben, dans notre deuxième track de base de données, on va utiliser un deuxième langage qui va être différent, mais comparable sur certains points, qui va être le SQL, le Structured Query Language. Donc, ce langage-là me permet d'avoir des instructions, comme on avait en Python. Puis ces instructions-là vont faire des requêtes à place de faire des calculs. Puis ça se peut que certaines instructions vont aussi demander des calculs, mais vont permettre de faire des requêtes à une base de données. Donc, pour être capable de travailler avec ces requêtes-là, le principe, c'est que le langage SQL est comme défini dans différentes familles de requêtes. Puis quand on parle d'une requête, là, on parle d'une instruction de la même manière que on avait des assignations, on avait des importations, on avait des appels de fonctions. C'est tous des éléments là, qui sont semblables. Là. Donc, d'écrire du texte, puis que ce texte-là, l'ordinateur le prenne, puis soit capable de faire quelque chose avec, là, c'est ça le but d'un langage. Donc, on va devoir aussi avoir une plateforme sur laquelle écrire ces instructions-là, recevoir les réponses, puis être capable de visualiser ces réponses-là. C'est là que va venir le client nécessaire pour être capable de travailler avec. Donc, dans notre cas ici, on a le principe que le langage SQL est défini en 3 comme sous-familles. On va avoir le DDL, ou ce qu'on appelle le Data Definition Language. Donc ça ici, c'est quelque chose qui a déjà été fait pour nous. Là. C'est ça qui nous permet de créer les tables. Donc les tables, c'est un format qui est structuré. On est obligé d'être très rigide dans qu'est-ce qu'on est capable d'écrire. Donc initialement, dans la base de données, il n'y a pas de table. On n'a pas de données encore. Donc la première étape, c'est d'utiliser le Data Definition Language pour être capable de créer les différentes tables. Une fois qu'on a cette partie-là de fait, on peut ajouter, modifier, supprimer les données. Donc, on va avoir le langage de manipulation de données ou le Data Manipulation Language, le DML. Donc, celui-là me permet de faire de l'insertion, de la mise à jour, de la suppression. Puis, nous particulièrement, on va aussi aller faire ce qu'on appelle de la sélection. Donc, quand on va aller lire des informations déjà existantes, le terme officiel, c'est de la sélection de données. Donc, on va aller voir aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, là, c'est comment faire un select dans une base de données. Ça va être l'instruction qu'on va aller regarder en détail cette semaine. Puis, en fait, même la semaine prochaine. Donc, on a un dernier type de niveau de langage en SQL qui est le langage de gestion, le langage de contrôle d'accès. Donc, ça s'appelle le Data Control Language. Donc, quand on accède à une base de données, on a un principe aussi de sécurité. Donc, on peut avoir des utilisateurs qui vont avoir certains droits seulement sur certaines tables ou juste sur certaines actions. Donc, on a toute une série d'instructions qui travaillent autour de cette prémisse-là. Encore une fois, ces genres d'éléments-là ont déjà été faits pour nous. Donc, pour débuter, nous autres, on va travailler avec des bases de données qui ont déjà été peuplées, qui ont déjà été créées. Puis, on va vouloir aller regarder le résultat ou les éléments qui viennent avec ça. Donc, pour être capable de faire ça, il faut être capable de se connecter à une base de données. Il faut être capable d'aller chercher des informations de la base de données. Donc, pour faire ça, pour aujourd'hui, on a j'ai préparé un site qui va nous permettre de travailler là-dessus. Donc, je vous envoie le lien dans le chat de Zoom.
Donc, c'est sur mon infrastructure personnelle. C'est pgadmin.hololink.org qui est un client, OK, pour des bases de données. Donc, j'ai le OK. Si on se souvient de la petite présentation que j'ai faite tantôt, le principe, c'est que moi, j'ai une base de données déjà installée. Puis là, ici, moi, ce que je suis en train de vous faire travailler avec, ça va être le client dans lequel on va pouvoir aller écrire des requêtes. Ces requêtes-là vont être envoyées, puis on va pouvoir voir le résultat à l'intérieur. Donc, pour se connecter, en ce moment, j'ai fait une adresse qui est commune à tous pour qu'on puisse juste travailler ensemble puis voir qu'est-ce qui se passe. Donc, le nom d'utilisateur, c'est INF 5111. Puis le mot de passe, c'est aussi INF 5111. Donc, je vais mettre ça aussi dans le chat. Donc, quand on clique... Oups, j'ai-tu mal mis ça? C'est ucam.ca, pardon. Hop là. INF 5111 à ucam.ca. Donc, à l'intérieur de ça, on va avoir une interface qui va nous permettre d'aller regarder des bases de données existantes. Donc, quand tu te connectes à ce compte-là, c'est le compte qui est comme disponible pour tout le monde, tu vas avoir à gauche une liste des différents serveurs auxquels on peut se connecter. Donc, j'ai préparé 2 bases de données pour qu'on puisse être capable de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a DVD Rental puis Northwind. On va commencer avec DVD Rental. Le principe ici, c'est tu peux tout simplement cliquer sur le petit onglet, puis toutes les informations sont déjà préparées pour être capable d'avoir accès à cette base de données-là. Donc, ça devrait automatiquement se connecter. Puis, on a la base de données DVD Rental. On voit qu'il y en a d'autres qui sont préparées. Là. Nous autres, on va travailler avec la base de données DVD Rental. Pour être capable de regarder le contenu de la base de données, on va devoir ouvrir un éditeur qui va me permettre de pouvoir rentrer les différentes informations. Bon point. Donc ici, je vais le refaire du début. C'est un bon point de me dire que vous ne voyez pas mon écran. Des fois, j'oublie de changer la petite caméra. Donc, on se connecte avec les informations, avec les INF 5111. On arrive avec notre liste de serveurs. On peut cliquer sur la liste de serveurs et on peut juste cliquer sur le DVD Rental. Ça me permet de se connecter automatiquement. Puis une fois qu'on est connecté, on va vouloir ouvrir ce qu'on appelle le Query Tool. Donc, une fois que tu as sélectionné le DVD Rental, tu peux cliquer sur le Query Tool, puis là, ça va ouvrir une fenêtre qui va nous permettre d'envoyer des commandes, puis de recevoir les résultats de la dite commande. Donc, si on veut faire un test simple, on peut marquer select version parenthèse point virgule. Je vais même le recopier dans le chat pour être certain qu'on puisse suivre avec ça. Et à l'intérieur, on devrait être capable d'exécuter l'élément puis voir le résultat de cette connexion-là. Donc, si on n'arrive pas à se connecter, c'est pas grave pour l'instant. Le principe, c'est que vous pouvez suivre si vous le désirez, mais ça va être dans l'atelier que vous allez pouvoir travailler avec le démonstrateur pour être certain d'avoir les bonnes connexions. Là, c'est juste un atout si vous voulez suivre en même temps sur votre écran, mais vous pouvez très bien suivre le restant du cours juste en regardant qu'est-ce que moi je vais faire durant la période.
Donc, on a ce principe-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Un autre élément qui peut être intéressant de regarder, si on sélectionne la base de données, puis on clique sur le ERD for Database. Donc, le ERD, c'est le Entity Relationship Diagram. En gros, c'est la représentation des différentes tables qui existent dans la base de données. Donc, quand je clique là-dessus, ça va me fetcher les données, puis ça devrait me faire un gentil graphique, okay, avec toutes les tables qui existent à l'intérieur et les différentes colonnes. Okay, donc, on peut voir ici, le principe, c'est que ça me donne, au début, en rouge, là, il y a le schéma qu'on appelle qui est public, ça, on n'a pas besoin de le regarder. On a le nom de la table, fait que, mettons, ici, on a Film Actor. Puis là, après ça, on a les différents noms des différentes colonnes. Donc ici, j'ai Actor ID, Film ID, Last Update. Ici, j'ai le Staff ID, First Name, Last Name, Address ID, Email, Store ID, Active, Username, Password, Last Update, Picture. Donc, on a toutes ces informations-là qui sont disponibles. Toutes ces informations-là aussi, on peut aller les chercher directement, okay, en allant regarder à l'intérieur de la base de données elle-même. Donc là, on est en train de regarder un peu comment la structure d'une base de données est faite, là, avant de commencer à essayer de faire différentes actions pour aller chercher des informations spécifiques. Donc, on peut aller aussi à l'intérieur de la base de données, là, il y a un paquet d'options. La majorité de ces options-là, on n'y va jamais, là. On va toujours à schemas, donc les schémas. Donc, les schémas, hein, c'est les structures disponibles pour nos différentes tables. À l'intérieur de ça, il y a comme une espèce d'arborescence de sous-dossiers. Donc, il existe un schéma par défaut qui est le schéma public. Puis à l'intérieur du schéma public, c'est là qu'on va aller chercher. Encore une fois, ils sont juste en ordre alphabétique, là, mais tu vas toujours habituellement aller chercher les tables. Donc, c'est là qu'on a les différentes tables disponibles dans cette base de données-là. Donc, ici, ça représente une entreprise de location, Blockbuster, de vidéos, okay, de DVD. Fait qu'à l'intérieur, on a différentes tables. Puis là, à l'intérieur des différentes tables, je peux aller voir les différentes colonnes qu'il y a à l'intérieur de ça. Donc, on a ici comme une liste des différentes tables disponibles. Puis là, à l'intérieur de ces tables-là, on va avoir des données. Fait que là, la question, c'est comment est-ce que je fais pour aller interroger les différentes données qui existent à l'intérieur de mes tables. Pour être capable de faire ça, c'est là que vient le SQL. Donc, on va revenir. Donc, quand on travaille ici dans PGAdmin, hein, on a l'onglet à gauche qui me permet d'avoir comme toutes les différentes sections. En haut, dans le milieu, j'ai différents onglets. Donc là, en ayant le ERD, j'ai un onglet d'ouvert que je peux fermer si je veux. Puis, j'avais un autre onglet, hein, qui était le Query Tool que j'avais ouvert. S'il n'est pas ouvert, on peut toujours en ouvrir un autre en pesant ici sur le raccourci Alt-Shift-Q ou sinon en cliquant sur ce petit icône avec la base de données avec un petit bouton Play. Donc, on avait notre Query Tool qui me permet d'écrire différentes requêtes. On a un bouton Play pour exécuter la dite requête. Puis, à partir de là, en dessous, on a le résultat de la requête. Après ça, à droite, on a ici un scratchpad. Là. Donc, ça ici, c'est juste comme un bloc-notes où c'est que tu peux écrire des choses. On peut juste le fermer dans le besoin. Donc, on a ici des requêtes qu'on peut écrire. On a des résultats. Et que là, la question qu'on se pose, c'est quoi les requêtes que je peux écrire à l'intérieur d'ici? Fait que nous, on va commencer en regardant la requête de sélection, le select. Donc, le select, en fait, a une référence. Donc, on peut aller voir la documentation du select qui me dit c'est quoi toutes les options possibles qui existent à l'intérieur du select.
Donc, on voit ici là, le select, puis là, on a un paquet d'options possibles qu'on peut aller travailler. Donc, on va essayer de passer au travers durant les 2 prochaines semaines à travers toutes ces différentes options-là. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça va chercher? Comment est-ce que je fais pour aller chercher de l'information? Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Le select me permet d'aller chercher de l'information, lire de l'information dans une, puis ultimement aussi plus tard, plusieurs différentes tables en même temps. Donc, la forme générale du select va avoir la forme suivante. On a le select. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle différentes expressions qui vont être représentées comme les différentes colonnes de réponses que je veux avoir. Puis après ça, on a le mot-clé from. Puis on va voir de la table à laquelle je voulais interroger mes différentes informations. Fait que si on essaye ça en utilisant les informations qu'on a ici, mettons que j'ai acteur. Hein, je sais que j'ai une table acteur. Puis je sais qu'à l'intérieur, j'ai des colonnes qui s'appellent first name et last name. Fait que là, je peux commencer en passant quand on regarde les documentations du SQL. Le SQL, habituellement, les différentes instructions vont être en majuscules pour nous indiquer que ça fait partie de la syntaxe obligatoire, mais c'est pas obligatoire de nous l'écrire en majuscule. Fait que je peux écrire select, puis là, je peux écrire, mettons, first name. Et ici, je peux faire un saut de ligne, comme je peux continuer sur la même ligne. Là. Donc, les sauts de ligne sont purement facultatifs, c'est purement pour la lisibilité. Donc, on disait select, une expression qui est une colonne que je veux afficher, from, puis le nom de la table. Fait que dans notre cas, on va dire from, puis là, je vais dire, mettons, actor. Fait que quand j'ai fini d'écrire ma requête, je peux l'exécuter. Fait que là, je vais cliquer sur le bouton, je pourrais cliquer sur le F5 sur mon clavier. Puis, qu'est-ce qui se passe? J'ai le résultat qui me dit, voici la colonne first name de tes acteurs que tu as réussi à trouver. On voit qu'il y en a 200. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que je peux être capable d'aller chercher plus qu'une colonne à la fois en utilisant le délimiteur d'informatique, qui est la virgule, hein, comme quand on avait des paramètres dans nos fonctions en Python. Donc, je pourrais aller chercher le first name et le last name. Et à l'intérieur, on voit ici qu'on a les deux qui apparaissent sans problème. Je pourrais commencer aussi à dire, ben là, j'ai aussi le actor ID. Puis j'ai aussi le last update. Hein, puis là, j'ai toutes les différentes colonnes disponibles de cette table-là qui apparaissent. En fait, quand on travaille avec la liste de toutes les colonnes, on peut avoir un raccourci syntaxique. Ça veut dire que j'écris quelque chose, ça veut dire la même chose, mais j'ai besoin d'écrire moins de caractères. Donc, je peux écrire l'étoile quand je fais un select pour aller chercher toutes les colonnes qui existent dans une dite table. Fait que là, je peux voir ici, j'ai les différents noms de colonnes, j'ai les différents types. OK, donc on va voir c'est quoi les types un petit peu plus tard. Puis on peut voir aussi, j'ai une colonne qui est identifiée avec le mot-clé PK hein, pour Primary Key, ce qui m'indique que la colonne est la clé primaire. Ça veut dire que toutes les informations qui sont dans cette colonne-là sont uniques, hein, puis identifient de manière donc unique chacune des lignes de ma table. Fait que on a le select. Le select me permet d'aller chercher des informations spécifiques. On est capable d'aller chercher différentes colonnes. Puis, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ordre des colonnes n'a pas d'importance. Hein? Donc, j'aurais pu dire first name, actor ID, puis après ça, last name. Lui, il va me les retourner dans l'ordre que je les ai demandés.
OK, donc l'étoile va les mettre dans l'ordre qui ont été créés, mais je peux sélectionner mon propre ordre sans problématique. On a aussi, dans le principe d'expression, des éléments qui peuvent être appliqués sur chacune des lignes. Donc là, ici, on peut voir les noms de colonnes comme étant des variables. OK? Puis à chaque ligne, ça va utiliser cette variable-là pour aller chercher l'information. Fait que ça fait en sorte que si, mettons, je décide d'avoir une opération arithmétique, fait que si je dis, ça va être les actor ID, mais plus 10. Fait que le principe, c'est que cette colonne-là, on voit que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, quand je fais le plus 10, ça me dit, ben là, ça commence à 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, je peux appliquer des transformations sur la colonne, des opérations, puis cette opération-là va être appliquée sur, en fait, chacune des valeurs, sur chacune des lignes qui sont disponibles dans la colonne. Puis en ce moment, comme les transactions se font très vite, là, on peut voir que ça se fait en 0.054 secondes. C'est quand même assez rapide. Donc, on est capable aussi, quand on est en train de travailler avec ça, de mettre des commentaires. Hein? Donc, on avait vu avec Python qu'on peut mettre des commentaires à l'intérieur de nos instructions. C'est un peu le même principe quand on travaille avec le SQL, c'est juste que pour mettre des commentaires, c'est pas le même symbole. Pour le SQL, c'est des doubles tirets. Donc, le restant de la ligne est considéré comme étant un commentaire, ne sera pas considéré dans l'exécution. Donc, si j'ai besoin ici de me rappeler que on est capable d'avoir cette information-là dans un commentaire. Donc, ici aussi, le principe en ce moment, c'est que cette information-là, OK, est éphémère. Là. Vous êtes dans une page web où c'est que vous êtes tous connectés sur le même compte. Là. Cette information-là ici n'est pas sauvegardée nulle part. Vous pouvez la mettre, ça c'est... Ouais, non, c'est pas... Vous pouvez juste la copier dans un notepad par la suite si vous en avez besoin. OK, c'est pas des choses qui vont être sauvegardées. Ce n'est pas comme Google Colab, là, où c'est que c'est votre compte puis que c'est tout auto-sauvegardé par Google. Là, là c'est vraiment plus éphémère. C'est à vous de faire des opérations pour garder ce que vous avez écrit et pas le perdre directement. On a aussi un dernier élément par rapport à la sélection standard. Donc, on peut renommer des colonnes. OK, donc, premièrement, quand j'ai juste... Oups. Pardon. Quand j'ai juste la colonne elle-même... Oups. On va surloader ça. On va aller se rechercher les noms de colonnes. OK. Donc, on a ici les mêmes éléments que tantôt. Donc, on peut voir que quand j'ai juste les noms de colonnes directement, dans le résultat, les noms de colonnes sont disponibles. Mais si je commence à faire des opérations, il ne sera pas capable de trop savoir c'est quoi le nom de la colonne, puisque ça se peut que j'ai d'autres colonnes aussi, il n'y a pas de limitation. Donc, ça me dit c'est une colonne quelconque, puis c'est ces valeurs-là. Donc, je peux renommer des colonnes dans le besoin. Donc, je peux utiliser le mot-clé as, ou sinon rien mettre pantoute, mais mettons, je pourrais dire as, prénom, as, famille, puis as, new, ID. Donc, avec le mot-clé as, ça me permet de renommer quelque chose.
Hein, un peu dans le même principe comme quand on importait des librairies en Python, on pouvait dire la librairie, je la renomme as quelque chose. Donc, c'est le même principe. Je renomme les colonnes pour mieux comprendre c'est quoi mon résultat. Le as, en fait, il est facultatif. Si après ce que j'ai écrit, j'ai juste le nouveau nom, ça marche tout aussi bien. OK? Il n'y a pas de problématique avec du renommage d'informations. Fait qu'on a la possibilité de aller chercher des informations, aller mettre des commentaires, renommer pour être capable d'avoir des informations de la colonne. On a ensuite des informations qui ont besoin d'être distinctes. Donc ici, attends, si... si on s'en va voir... Ouais. Fait que on va aller voir ici. Tu peux fermer ça, tu peux fermer ça. Fait que j'ai le principe d'adresse. Puis à l'intérieur, hein, j'ai différentes valeurs. Donc je peux voir ici, j'ai des informations. Un point intéressant, on a ici une deuxième adresse possible. Donc c'est des adresses de clients, d'employés, de n'importe quel type d'adresse. Puis on a une première adresse, puis une deuxième adresse ou une deuxième ligne d'adresse, hein, comme il y a souvent dans des formulaires ou des choses comme ça. Puis on peut voir qu'en ce moment, les informations sont nulles. Donc, dans une base de données, les informations sont structurées. Ça veut dire qu'on a des lignes, des colonnes. Hein, tu n'as pas le choix de rentrer dans ce frame-là. Mais j'ai la possibilité d'aller indiquer dans une case que l'information est juste vide. Qu'il n'y a pas rien de disponible à cet endroit-là. Donc, pour être capable de représenter ce manque d'informations, on va dire que la case est nulle. Okay? Donc, quand on voit quelque chose comme ça avec nul, c'est pas qu'il y a le texte nul, c'est qu'il y a un manque d'informations, il y a un trou qui est supposé être là. Mais j'ai aussi un district, puis on voit ici que les districts, ils se répètent. Tu vois, on a 2 fois Alberta, on a QLD, puis ils vont se répéter au fur et à mesure, puisqu'il y a juste un certain nombre de districts. Donc, si je veux avoir les différents districts, je peux juste marquer le nom de la colonne. Mais si je veux avoir seulement les districts qui sont uniques, donc je ne veux pas avoir des doublons là, comme j'ai en ce moment, je peux utiliser le mot-clé distinct avant le nom d'une colonne, puis ça va limiter ma sélection à seulement les différents districts qui ne se répètent pas. Donc, il va marquer Alberta, mais il va juste le marquer une fois. S'il le retrouve une deuxième fois, il ne va pas l'inclure dans mon résultat. Donc, si on rajoute le mot-clé distinct avant le select, on va voir que, il va juste mettre chacun des éléments juste une fois. L'ordre n'est pas garanti, fait que Alberta, il est dedans, quelque part là-dedans, là. Mais il n'y aura pas 2 fois le même résultat qui va apparaître. Donc, le distinct me permet de juste aller garder une fois chacun des résultats de mes réponses. Un autre, fait que là, on a commencé on avait le select, on pouvait sélectionner certaines colonnes, mais on allait sélectionner toutes les lignes. Avec le distinct, déjà là, on est capable d'aller chercher un peu de limitation, un peu
un peu de filtrage avec le distinct. Notre outil de filtrage de prédilection, ça va être le mot-clé where. Donc, le where va nous permettre de prendre une condition qu'on va être capable de tester sur chacune des lignes, puis d'être capable de dire est-ce que je garde ou pas cette opération-là. Donc, un classique, si on va aller voir, admettons ici, les payments, on va aller voir. Donc, on peut voir ici, on a des paiements qui ont été faits, okay, de certains montants. Puis là, j'aimerais savoir juste les paiements qui sont plus grands que, mettons, 6 $. Donc, je vais être capable d'aller dire, montre-moi juste les lignes où c'est que c'est plus que 6. Fait que pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Mais je veux celle-là, puis je veux celle-là. Donc, quand j'ai besoin de filtrer chacune des lignes avec le... refaire chacune des lignes avec un filtre dessus, on va pouvoir utiliser la clause where. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé de remarquer le district. Je vais le taper dans le chat si vous voulez le réutiliser. Donc, ici, juste pour se rappeler, le distinct me permet d'aller chercher juste une fois chacun des résultats finaux. Nous autres, on est en train de regarder le paiement. Donc, on a ici le principe du montant. Donc, pour être capable de faire ça, j'ai le select, j'ai le from, puis après le from, je peux avoir un where. Puis, je peux donc... Puis à la fin, on a un point-virgule, je ne sais pas si vous l'aviez spoté. Mais on a toujours un point-virgule à la fin de nos instructions SQL. Fait que je peux avoir ici une condition. Fait que là, pour être capable d'avoir une condition, on va voir qu'on a différentes possibilités. Une des plus faciles, ça va être d'une comparaison. Donc, une comparaison utilise les opérateurs de comparaison, comme le égal, le plus grand, le plus petit, le plus grand ou égal, le plus petit ou égal. On a aussi le différent de, qui est un petit peu inhabituel, là, qui est plus en informatique seulement. Donc, si je veux être capable d'avoir quelque chose qui est plus grand que 6, je peux dire, ben, je veux que le amount soit plus grand que 6 $. Puis là, je peux voir ici, dans mes résultats, okay, j'ai seulement les ventes les paiements en fait, des valeurs qui sont plus grandes que 6. Fait qu'on est capable d'avoir des résultats qui sont avec une condition. Il y a différentes manières d'avoir des conditions. Ça ici, c'en est une qui me permet d'avoir une opération de comparaison. On a aussi, dans les opérations de comparaison, les différentes possibilités avec ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Donc souvent, qu'est-ce qu'on va devoir avoir? C'est plusieurs comparaisons en même temps. Fait que si on revient en arrière, j'enlève le where complètement. Si, admettons, je veux qu'ils sont seulement ceux qui sont entre 1 et 3 $. Fait que je veux que ça soit plus grand que 1, mais je veux que ça soit plus petit que 3. La problématique, c'est que je peux pas écrire 2 where un après l'autre. OK, j'en ai juste un. Fait qu'il va falloir que je jumelle les deux comparaisons ensemble. Fait que je peux écrire ma première
comparaison. Donc, je veux que le amount soit plus grand que 1$. Puis là, on a l'opérateur logique et puis l'opérateur logique ou. Fait que le et va faire en sorte qu'il faut que les deux soient répondus, il faut que les deux soient vrais, il faut que les deux soient bons pour que ça marche, que ça soit filtré, que ça soit sélectionné, que ça soit gardé comme résultat. De l'autre côté, j'ai le ou qui va faire en sorte que dès qu'un des deux va réussir, on va être capable de répondre à notre critère de sélection. Fait qu'ici, je peux dire, je veux que ça soit plus grand que 1. Puis là, il faut que je refasse au complet la demande. Donc, le amount, il faut qu'il soit plus petit que 3. Fait que quand j'exécute ça, on va voir que maintenant, les différents résultats vont être entre 1$ et 3$. Puisque c'est tous des 99, c'est 1,99 ou 2,99. Mais on peut voir ici le principe d'avoir les deux mélangés avec le AND qui me permet d'avoir une condition complète par rapport à la problématique que je veux avoir. On a aussi d'autres opérateurs. En fait, notre élément où c'est qu'on a deux, un plus grand, un plus petit, est tellement habituel qu'à la place d'avoir cet élément-là, je pourrais dire amount between 1 and 3. Puis on voit ici que le résultat nous donne la même chose. Donc, on a le between qui est le même principe entre les deux. On a aussi le in qui est disponible. Donc, le in, on va aller en chercher un qui est un petit peu plus intéressant. On va retourner voir les... Oups. On va retourner voir les adresses. Ouais, ok. On va retourner voir les adresses. Donc, dans les adresses, on avait des districts. OK? Puis, si je veux avoir seulement certains districts, OK? Donc, je veux que ce soit Hamilton, Texas ou Alberta. Un de ces trois-là. Fait que je veux que le district. Puis là, pour avoir une liste d'options, je peux utiliser le in. Puis là, dans la liste, je peux avoir mes différents choix. Fait que Alberta, j'avais dit Hamilton, puis Texas. Puis là, ici, on a un petit problème. Parce que on a utilisé en ce moment des valeurs textuelles pour être capable de représenter des informations qui ne sont pas capables de gérer ça comme étant des valeurs. Ce qui se passe en ce moment, c'est la même problématique, une problématique qu'on a déjà vue en fait. Quand on travaillait en Python, puis qu'on avait des variables, puis là on avait du texte littéral qui était nos données. Puis là, il était comme, est-ce que c'est une variable? Est-ce que c'est une donnée de texte? Comment est-ce que je fais pour démêler ça? Ben, il va falloir être capable de spécifier que les données, ça c'est des valeurs textuelles, c'est pas des colonnes, c'est pas des informations spéciales. Donc, on va utiliser les mêmes procédés avec les guillemets simples, qui va me permettre
d'indiquer que cette information-là, c'est le texte Alberta, cette information-là, c'est le texte Hamilton, puis ces informations-là, c'est le texte Texas. Là, quand je l'exécute, je peux voir que ça me donne juste les résultats où le district était un des trois. Hein, donc, je veux que le district soit un de ceux-là dans cette liste-là. Super. Ici, avant de parler du pattern matching, ça va prendre un petit peu plus de temps. On va se prendre une autre petite pause. Puis on va revenir, aller regarder le dernier qui me permet d'aller voir si une valeur ressemble à un pattern déjà existant. Okay, comme est-ce que ça ressemble à un numéro de téléphone ou est-ce que ça ressemble à une adresse postale. Donc, on se prend une petite pause. On revient à 19h45 pour regarder ça de nouveau. Pause, retour, 19h45. On s'était laissé avec les différentes opérations du where. Donc, le principe, c'est qu'on est en train de regarder comment aller sélectionner des informations à l'intérieur d'une table. On va aller voir plus tard comment mélanger des informations de différentes tables. Donc, quand on a des informations d'une table, on peut aller chercher différentes colonnes, puis on peut aller mettre une condition qui va être appliquée sur chacune des lignes de la base de données, puis qui va dicter est-ce que cette information-là va être transmise ou pas. Ou en tout cas, est-ce qu'elle va être gardée pour le résultat final pour la sortie d'information. Donc, en ce moment, on avait vu des opérations de comparaison avec le plus grand, plus petit, plus grand ou égal. On avait vu avec le in une liste. On avait vu avec le and ou le between plusieurs conditions mélangées ensemble. Mais le like va être une condition qui va répondre à un pattern, pas habituellement, avec un pattern de texte. Donc, on va aller regarder un emplacement qui utilise du texte. Fait qu'on va aller dans les acteurs. Puis, on va aller regarder juste les prénoms. Donc, dans les prénoms, j'aimerais ça avoir quelque chose qui commence, par exemple, avec les lettres J puis O. Okay? Ben, le principe, c'est qu'après le J puis le O, il peut avoir n'importe quoi. Donc, comment est-ce que je fais pour indiquer commence avec ça, puis après ça, a n'importe quoi? Donc, c'est là que vient le principe de sélection de pattern ou sélection de motifs. Donc, quand on travaille avec le like, le principe, c'est qu'on va avoir des symboles spéciaux pour représenter d'autres lettres possibles. Donc, avec le like, il va y avoir deux symboles spéciaux. Il va y avoir le tiret bas qui va représenter n'importe quel caractère disponible, donc un seul. Ou sinon, on va avoir le pourcentage qui va représenter une séquence de plusieurs caractères. Fait que si on regarde quelques exemples ici, on a des exemples où c'est que est-ce que ABC, c'est, avec le like, est-ce que ça répond au pattern A pourcentage? Bien, le pattern A pourcentage, c'est-à-dire ça commence avec A, puis ensuite, j'ai une séquence de caractères quelconque. Donc, A suivi de B et C, ça répond à ce critère-là. En fait, n'importe quoi qui commence par A va répondre à ce critère-là.
Donc, on peut utiliser le pourcentage pour représenter n'importe quel caractère, puis une séquence de n'importe quel caractère. On peut aussi utiliser le tiret bas pour remplacer un seul caractère, étant n'importe quel caractère, mais juste un seul. Donc, si on a un deuxième exemple où je dis « Je veux un caractère quelconque », un B, suivi d'un autre caractère quelconque. Fait que celui-là aussi est fonctionnel. En fait, ce pattern-là, ce qui indique, c'est n'importe quel caractère avec un B dans le milieu, puis un troisième caractère qui est encore une fois n'importe quel. Fait que ZBZ, ça fonctionnerait. EBC, ça fonctionnerait. BBB, ça fonctionnerait aussi. N'importe quoi qui a dans le milieu un B, en fait, sur 3 caractères, va fonctionner. Fait qu'on a ici un autre exemple. Faut faire attention, il faut que ça va essayer de faire le pattern sur toute la chaîne. Fait qu'ici, même si je vais juste dire y a-tu un C, le principe c'est que c'est pas ABC. Là. Ça commence pas par C, ça finit pas par C. C'est pas le même pattern. Si j'aurais voulu le faire fonctionner ici, j'aurais pu mettre un pourcentage à gauche du C. Hein, ça ferait que ça serait n'importe quoi, puis ça finit par C, ce qui fitterait avec le pattern. Donc, si je prends cette idée-là, puis j'essaye de le mettre avec mon acteur, donc qui commence avec des JO, je peux mettre un where. Donc, je peux utiliser le nom de la colonne. Je veux que le first name, ça ressemble à quoi? Je veux que ça ressemble. Puis là, le pattern, c'est une chaîne de caractères directement. C'est textuel. Donc, j'ai besoin de mettre ça entre guillemets simples. Donc, je vais dire que je veux que ça commence avec JO. Puis après ça, ça peut être n'importe quoi. Fait que, pourcentage. Puis là, je peux voir ici, j'ai Johnny, Joe, Johnny, Jody, John et John. Si je vais être plus spécifique, je pourrais dire, je veux que ça commence par JO puis que ça finit par N. Donc, je veux que ça commence par JO. Je peux avoir n'importe quoi. Puis après ça, ça finit par N. Fait que là, ici, j'ai juste John et John qui sont disponibles. Donc, le principe du pattern matching, c'est que ça me permet de facilement construire un élément qui répond à plusieurs conditions en même temps sans avoir à trop me donner la vie dure pour avoir un paquet d'options quand je veux juste... Ça commence par ça, ça finit par ça, puis entre les deux, je m'en fous un peu. Donc, on a ce principe-là de like, qui me permet de faire du pattern matching. On a ensuite le is null. Donc, ça permet de tester si la valeur est nulle dans cette colonne-là. Donc, si on retourne dans nos adresses, on avait dit que les adresses 2, il y en avait des nuls. Fait que je pourrais dire, je veux spécifiquement juste ceux qui où les adresses 2 sont nulles. Donc, on peut voir ici que c'est ceux-là, OK, qui avaient des adresses nulles spécifiquement. On a ensuite un dernier opérateur logique. Donc, ça marche un peu avec comme le et puis le ou, là, avec des vrais ou des faux. Donc, le not me permet d'inverser un résultat. Fait que je pourrais dire is not null, ou not like, ou not between, ou not in. Donc, ça fait juste inverser le résultat pour, comme dire, l'inverse de qu'est-ce que je suis en train d'aller chercher. Donc, le where me permet d'avoir des conditions qui me permettent de filtrer mes éléments pour aller chercher un élément spécifique dans une liste de résultats spécifiques dans ma table pour être capable d'aller chercher une liste spécifique de clients, une condition spéciale, quoi que ce soit qui peut m'aider
dans mes requêtes. Dernier gros sujet, avant-dernier gros sujet de la journée, on a le principe du group by. Donc, le group by me permet de prendre des résultats puis d'être capable de les consolider à l'intérieur d'un seul regroupement. Donc ici, attendez une seconde, on a ici c'est là. Ici, on va se faire un petit dessin. Parfait. Ici, on va aller avec le dessin. Hop là. C'est qu'on avait tantôt les adresses. Qui avaient à l'intérieur un ID, adresse, et un district. OK, avec d'autres informations comme le city ID. Donc, le group by, ce qu'il va être capable de faire, c'est... OK, on va avoir 2, 3, 4, 5. On va avoir des adresses. Puis là, on avait, mettons, Alberta, Texas, Alberta, Hamilton, puis Alberta encore. Donc, le principe du group by va me permettre de prendre des colonnes puis être capable de les on entend le group by, on le voit juste la semaine prochaine. C'est le order by ici qu'on est en train de voir. Désolé, on est en train de regarder quelque chose d'autre. C'est pas le group by, c'est le order by. Je me suis trompé. Donc, le order by, lui, va être capable de prendre une colonne, puis est capable de dire, je vais trier les résultats pour être capable de les avoir dans un ordre ascendant ou descendant. OK? Donc, le order by va prendre les résultats, puis il va pouvoir aller prendre, tous ceux qui sont Alberta vont aller plus haut, le Texas va aller en dessous, puis on va avoir des résultats qui vont être triés, okay, soit de manière numérique ou de manière alphabétique. Donc ici, on a les possibilités. On va revenir à notre écran avec nos adresses. Donc, avec ces différentes adresses-là, je peux dire un order by, puis sélectionner le district. Puis, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir ici les districts qui vont maintenant être triés en ordre alphabétique. OK? Puis, à l'intérieur du même district, il ne va pas nécessairement mettre le restant en ordre. Si moi, je veux l'avoir en ordre, je peux avoir plusieurs order by dans mon aimant. Fait que j'ai en premier district, puis après ça par postal code. Fait que là, à partir de là, mettons qu'on s'en va dans un même district.
on va voir que à l'intérieur, le dernier n'est pas dans la liste, c'est Andhra Pradesh. OK. Donc, à l'intérieur d'un même district, hein, qui a été trié en premier, hein, c'est les A en ce moment, on a les valeurs des codes postaux qui sont aussi en ordre croissant. Okay? Donc, il est capable de trier autant du texte que des valeurs numériques. On a aussi la possibilité d'inverser l'ordre de tri. Donc, par défaut, c'est ascendant, hein, donc du plus bas au plus grand. Mais je peux spécifier l'inverse, descending, après le nom de la colonne par laquelle je veux trier. Puis, dans ce cas-là, j'ai le district qui va prendre la valeur la plus grande en premier, puis qui va aller vers la valeur la plus basse. Puis, à l'intérieur de ça, si on en prend un, qui est le même district, on peut voir par contre que les codes postaux, eux, restent ascendants. Si je voudrais eux aussi qu'ils soient descendants, ben, je pourrais rajouter à son tour le descendant. Où c'est que là, je peux retrouver encore une fois le même district, ici. Puis on peut voir que là, les deux, autant les districts que les codes postaux, sont descendants, chacun de leur bord. Et qu'on est capable de trier les éléments, puis aller chercher les plus grandes valeurs facilement, comme étant la première valeur sur le top. Le dernier élément que je veux regarder avec vous aujourd'hui, c'est le principe de fonction d'agrégation. Donc, les fonctions d'agrégation, ça va nous permettre de consolider toutes les informations à l'intérieur de toutes les lignes d'une colonne pour être capable d'appliquer une fonction mathématique dessus. Donc, un exemple rapide et convivial, si on retourne dans nos paiements, donc si on retourne dans les paiements, on a ici les montants, hein, de nos paiements, puis j'aimerais ça savoir c'est quoi le montant moyen que mes éléments, mes personnes payent. Fait que je peux aller chercher ici ma colonne de paiement, hein, le amount. Puis on a ici tous les paiements. Fait que je pourrais rentrer ça dans Excel puis faire une moyenne, hein, average. Ben, ça va être un peu le même principe quand on travaille avec du SQL. Je vais pouvoir utiliser une fonction, okay, qu'on dit une fonction d'agrégation, parce que ça va prendre l'agrégation de toutes les valeurs. Donc, une fonction comme average, AVG. Puis, quand je l'exécute, ça va me donner un seul résultat qui va avoir utilisé toutes les différentes valeurs de cette colonne-là. Donc, on a ici le average qui est à 4,2$ et des cents. Là, ici, il faut faire attention parce que quand on travaille dans le mode d'agrégation, il y a des choses qui fonctionnent un petit peu moins bien. Premièrement, attends, si je remets l'amende, si je mets étoile, là, juste pour voir, hein, j'ai un paquet de colonnes. Fait que si je veux, mettons, avoir le staff ID, puis là, je veux mon average de amount, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que en ce moment, quand on fait l'agrégation, hein, ça me donne un seul résultat. Mais là, le Staff ID, il y en a 500 résultats. Là. Il y en a 10 000 résultats avec ça. Là. Fait que là, comment il fait pour comme, aligner les lignes? Il n'est pas capable. Fait que là, il dit, OK, ben, quand tu utilises les fonctions d'agrégation, c'est plus la même game. Okay? C'est plus les mêmes modalités d'affichage. Tu ne peux plus juste mettre une colonne comme n'importe quelle autre. Donc, quand tu utilises une fonction d'agrégation, tu tombes en mode d'agrégation.
Puis tu ne peux plus utiliser juste des colonnes normales. Tu vas pouvoir utiliser des fonctions d'agrégation ou sinon on va voir des fonctions qui sont regroupées par le group by la semaine prochaine. Donc, le principe, c'est qu'on peut avoir différentes fonctions d'agrégation. On a le average, on a la somme. Donc, la somme qui va calculer la sommation de chacune des lignes. Fait que toutes mes payments, ça me donne 61 312,4. On peut aller chercher la valeur maximum au minimum. Puis là, si on peut décider d'avoir plusieurs fonctions d'agrégation, par exemple, dans le même calcul. OK? Donc, ça, c'est pas un problème. On est en mode agrégation. Tant qu'on utilise des choses d'agrégation, c'est pas un problème. Donc, on a le max qui était à 11,99 puis notre min qui était à 0,00 dans les paiements. On a aussi un autre qui est souvent utilisé qui est le count. Donc, le count, ça va juste me dénombrer le nombre de lignes de la table. Fait que si je fais count de amount, ça va me dire qu'il y avait 14 596 lignes. OK? Ce qui est, en fait, on peut le vérifier. Si je fais juste mon étoile tout seul, je peux voir ici que les lignes, il y en a effectivement 14 596. Puis le count, c'en est un que ça ne dérange pas quelle colonne tu utilises parce que ça va tout le temps compter le nombre de colonnes. Fait que souvent, ce que vous allez voir, ou juste pour un raccourci, on va faire le count de l'étoile, qui me donne encore le 14 596. Ça me compte le nombre de colonnes. Donc, le count me permet de facilement savoir j'avais combien de lignes. Fait que je peux avoir le average, je peux avoir la somme, je peux avoir le min, je peux avoir le max. Et on peut voir ici tous les éléments d'agrégation qui sont utiles à l'intérieur d'une même opération. Quand on regarde ça, OK, on peut aller voir ici comment est-ce que ça fonctionne quand nous, on a fait le select. Donc, le principe en ce moment, c'est ici, j'ai la documentation du select. Ce lien-là, en passant, il est disponible sur le site de cours dans la section base de données. Donc, dans les références, ça veut dire la référence pour le select. On a aussi dans les notes de cours les références au début de chacune des sections pour être capable d'aller chercher la documentation si on veut aller en savoir plus sur comment ça marche. Donc, si on s'en va voir le select, juste pour voir un peu où on en est, on a ici le select. Puis là, premièrement, il faut être capable de comme lire comment cette affaire-là est écrite. Donc, comment est-ce que ça fonctionne ici? C'est que c'est une présentation de la syntaxe possible pour un select. Puis, il y a des éléments qui vont indiquer est-ce que j'ai le droit de mettre ça? Est-ce que ça, c'est facultatif? Ça, c'est-tu une option? Comment ça fonctionne? Fait que, il faut être capable de lire les différents symboles spéciaux. Premièrement, le premier symbole spécial, c'est le crochet carré. Donc, le crochet carré, ça me dit voici un élément qui est facultatif. Si tu ne le mets pas, c'est comme si tu ne prends pas cette option-là, mais tu peux l'ajouter pour rajouter cette option-là. Fait que si on regarde ici, un exemple, c'est le where. Où c'est qu'on a un where avec une condition, c'est facultatif. Je peux ne pas le mettre, comme je peux le mettre si je veux rajouter un filtrage. Donc, on a les éléments qui sont entre crochet carré. Donc, on peut voir ici la première ligne. On ne l'a pas écrit, on ne l'a pas vu, c'est juste facultatif. On commence, nous autres, avec le select. Après ça, on peut voir qu'on a, encore une fois, facultativement, le distinct qui était là. Donc, on a vu cet élément-là. Après le select, qu'est-ce qu'on a? On va avoir, encore une fois, une option. Puis là, ici, dans les options, on va aller regarder d'autres éléments qui sont intéressants. Là. Premièrement, on voit qu'on a l'étoile. Fait que ça, on l'a vu, on peut select étoile, ça sélectionne toutes les colonnes. Mais là, après ça, on a une barre verticale. Donc, quand on regarde la documentation, une barre verticale, c'est indicatif d'un
d'une option outre. Donc, soit que j'utilise l'étoile, ou sinon, j'utilise cette autre version-là. Donc, soit l'étoile, soit une expression. Okay? Donc, un nom de colonne, une opération, comme on a vu. Fait que soit que je mets l'étoile, soit que je mets l'expression. Puis là, on vient de voir que, on a vu aussi que tu peux renommer la colonne, mais c'est facultatif, fait que c'est entre crochets carrés. Puis on a facultativement aussi le mot-clé as que je pouvais écrire. Fait que tu vois, toutes ces affaires-là, on les a vues. Dernière chose que... pas dernière chose, avant-dernière chose qu'on a besoin de voir, ici, on a encore facultativement une virgule avec des 3 petits points. Donc, les 3 petits points, ça l'indique qu'on peut répéter la dernière chose qu'on vient de faire. Hein? J'ai eu une colonne, virgule, un autre colonne, virgule, un autre colonne. Donc, je peux avoir plusieurs colonnes. C'est comme ça que c'est représenté dans notre élément. Donc, après ça, on a le from, où c'est qu'on a la table possible. On vient aussi d'avoir le order by, avec le ascending, descending. Fait que, on voit ici qu'on a quelques autres éléments à voir. Ça reste des choses que nous, on va regarder. Ce qui nous reste à regarder aujourd'hui, ça va être les options. Donc ici, bonne question, là. On peut avoir ici, dans le from, on a l'option d'en avoir plusieurs pour être capable de faire ce qu'on appelle des jointures entre les tables. Comme ça, on va pouvoir aller faire des liens entre les informations qu'on a besoin. Ça tombe bien, c'est ce qu'on voit la semaine prochaine. Donc, on va voir que c'est pas la meilleure manière d'utiliser cette partie-là, là, mais c'est effectivement le principe d'être capable d'aller chercher de l'information de plusieurs tables croisées ensemble. Donc, oui, on peut. Mettons qu'on l'essaye rapidement. Mettons que j'ai ici mes acteurs puis mes adresses. Fait que, attends, on va faire étoile, from, acteur, virgule, adresse. Juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Fait que je vois ici, j'ai des acteurs, le first name, le last update. Puis là, je vois que j'ai comme des adresses qui sont reliées avec. Mais là, si je regarde, j'ai mes acteurs. Puis sur mes acteurs, je peux tout voir qu'ils ont comme tous eu la même adresse. Fait que là, il y a des choses weird qui se passent de ce côté-là. Là. C'est pas weird si tu sais qu'est-ce qui se passe derrière, là. Mais comme c'est pas clair qu'est-ce qui vient de se passer exactement, là. On va voir comment bien établir ça la semaine prochaine. Fait que ce qui nous reste à regarder ensuite, ça va être qu'est-ce qui va se passer dans l'atelier de cette semaine. Donc, dans l'atelier de cette semaine, on va avoir 2 étapes à l'intérieur. Donc, on va avoir la première étape où on va essayer de recueillir différents outils pour être capable de travailler avec notre base de données. Donc, vous avez le choix de continuer à utiliser ce site-là, là, où vous pouvez vous connecter. On va aussi vous donner la possibilité d'avoir un compte, un utilisateur qui n'est pas le compte INF 5111, parce que quand on va falloir créer des éléments, ça ne sera pas super d'utiliser ce compte-là qui est partagé avec tout le monde. Donc, vous allez pouvoir créer votre propre compte, ou sinon, on va aussi vous donner l'option d'installer la base de données sur votre propre poste de travail, votre laptop que vous allez apporter ou votre desktop si vous vous connectez à distance. Donc, il va falloir être capable d'installer le logiciel et d'importer aussi la base de données avec déjà des informations à l'intérieur pour qu'on soit capable de l'utiliser correctement. Donc, avec dans la première partie du labo, on va vous montrer comment faire ces différentes étapes-là. Après ça, une fois qu'on va avoir fait ces étapes-là, donc trouver l'outil, se connecter à la base de données avec les informations nécessaires, on va importer la base de données correctement. La dernière étape, ça ici, c'est la base de données comme on vient de regarder, là, avec nos films, nos acteurs qui sont ici.
On a nos adresses qu'on vient de regarder avec les différentes informations. Puis, on va avoir des requêtes à créer pour être capable d'aller chercher les informations qui sont demandées. Donc, ça va utiliser les différentes options avec le where, avec les fonctions d'agrégation qu'on a vues cette semaine. Donc, c'est ça notre but pour le cours de cette semaine. Puis, ça fait le tour des choses que je voulais regarder avec vous. N'oubliez pas que la vidéo va être disponible sur YouTube. Le lien va être déposé après la période d'aujourd'hui. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tous. Puis, on va se revoir la semaine prochaine. Vous pouvez me demander un compte directement maintenant, soit par Mattermost ou par courriel pour PGadmin. Moi, je vais pouvoir vous en faire un sans problème.